Le GP de Hongrie a pas été marginalement mieux. Dans un océan d'effroi, le GP de Hongrie a tout simplement été bon. Hein, comme quoi, hein, force de râler, on finit par avoir ce qu'on veut. Non. C'était peut-être la meilleure réponse que le sport pouvait donner après 2 GP qui étaient totalement inintéressants. Et du coup, ce coup-ci, on a des talking points intéressants qui sont pas juste les 3 mêmes depuis Melbourne. Et c'est pas non plus juste, regardez, c'est autre chose qu'une Mercedes qui a gagné, même s'il va falloir se... c'est autre chose qu'une Mercedes qui a gagné, quand même, c'est pas mal. On n'a pas juste ça, on a aussi le retour de la Malaisie, on a la B-Spec Aston, et oui, avant d'aller plus loin, Russell, il est rincé sa mère, je vais même pas en parler aujourd'hui. Il a besoin du reset, hein, on va lui donner le bénéfice du doute, on se revoit à Zandvoort. Voilà, si vous êtes George Russell, vous pouvez CTRL W l'onglet, les autres vous restez. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire avec le code Clippy chez Oli pour 10% de réduction. C'est de loin ce qui aide le plus ici, honnêtement. C'est ce qui, pour l'instant, dans cette période où j'ai peu d'énergie, me donne la possibilité de souffler un peu plus entre les vidéos et me permettra de financer plus de trucs cool quand ça ira un peu mieux. Clippy, 10% de réduction pour vous, 10% de commission pour moi. Sinon, si vous voulez pas de gourde, pas de poudre, ça se comprend. Il y a le Super Thanks pour me super remercier. Énorme merci à Tenaplid pour les 100 balles sous la dernière vidéo. Les chats vont manger des super bonnes croquettes, laisse-moi qui te le dis. Puis j'ai regardé, ça fait beaucoup d'argent en 3 commentaires, chef. Respire, calme-toi, ça va bien se passer. Il y a le boost pour booster le référencement de la vidéo. Et ça, c'est que si vous êtes sur mobile. Sinon, si vous êtes sur PC ou sur... où il y a Google Stadia, oui, ça n'existe plus. Vous pouvez juste être là, commenter, liker, partager la vidéo, pourquoi pas, à votre daronne. Déjà bien assez, mettez-vous à l'abri avant de me mettre à l'abri, les temps sont durs. Et sans plus de salam alek commercial, bienvenue dans Garage Talks. Alors c'est vrai que les circuits en Formule 1 c'est toujours un sujet sensible ma foi, et pour de bonnes raisons, parce que généralement un mauvais circuit c'est la garantie de mauvaise course, mais à l'inverse un bon circuit est pas garantie de bonne course, loin de là. Enfin, par exemple si on prend Bakou, c'est pas un très bon circuit, c'est pas une expérience de conduite plaisante, hein. Vous avez qu'à booter votre sim de choix avec votre véhicule de choix et vous rendre compte que waouh, on se fait chier, hein. C'est un tracé que tu pourrais refaire dans à peu près n'importe quelle ville, hein. Mais les courses là-bas sont généralement bonnes parce que généralement chaotiques, même si cette année n'y comptez pas, hein, parce que ça va super clipper après 200 mètres, c'est pas la peine. Vegas aussi, purgesque à conduire, pourtant, niveau course, c'est généralement mieux, parce que dans des conditions climatiques particulières, la nuit dans le désert fait froid, et du coup on peut taper dans les pneus, même si cette année n'y comptez pas, parce que les pneus sont plus tellement un facteur limitant. Puis des fois ça peut être vraiment chaotique, hein, souvenez-vous quand il a plu, là, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans de ça, formidable. À l'opposé, il y a des tracés qui sont connus comme étant vraiment bons, que les gens aiment conduire, en tout cas virtuellement, genre Spa, genre Suzuka, qui donnent pas de très bonnes courses. Spa, c'est généralement rompiche, même l'année dernière et l'année d'avant ça. Et Suzuka, que je vois sincèrement comme étant le circuit le plus plaisant à conduire du calendrier. Il y a genre peut-être 2 zones de dépassement, mais sinon, c'est généralement une grosse procession. Ceci dit, depuis quelques années, on a quand même beaucoup de fans qui veulent un retour de circuit avec du pédigré. Hein, le retour du GP d'Allemagne, qui est demandé depuis je sais pas combien de temps, surtout quand l'Allemagne a ces 2 perles que sont l'Hockenheimring et le Nürburgring. La boucle GP, la boucle Nord, c'est pas vraiment fait pour les Formule 1. On n'a aucun intérêt à retourner là-bas. De toute façon, ce serait pas grade 1. GP de France aussi, parce qu'on a Manicourt, qui est un super circuit, parce qu'on a Paul Ricard, qui est un très bon circuit aussi. Mais l'outrage, surtout, vient du fait qu'on a plein de nouveaux circuits qui sont rajoutés au calendrier et qu'aucun n'a d'âme, aucun n'a de pédigré. On a la zone industrielle du Madring, on a le 3x500 américain qui se court sur le strip à Vegas, en soi ok, mais genre les gens s'en beurrent à l'arrêt, je veux dire de la localisation, du lieu, ça fait pas rêver tant que ça, et du laisse-moi faire le tour du stade Parking Simulator 2000 qui est Grand Prix de Miami. Pour le coup, a pas donné une course mauvaise cette année, mais c'est parce qu'on avait plein de zones mi-vitesse où recharger les batteries. Et bon, n'oublions pas que bientôt on aura la future Rainbow Road saoudienne, et genre ça, Ah, vous êtes pas prêts pour le jour où ça va sortir ça. Mais rappelez-vous aussi qu'il y a pas si longtemps encore, que ce soit Abu Dhabi ou Jeddah et tant d'autres GP dans le Golfe, ont fait couler beaucoup d'encre. Dites-vous que je suis petit peu actif autour du sport depuis suffisamment longtemps pour savoir que des gens étaient totalement contre Bahreïn ou encore Kuala Lumpur, du GP de Malaisie traditionnellement. D'ailleurs, lui et Shanghai étaient vraiment à une époque, on était dans le comment on s'appelle la haine absolument prime des Tilke design, hein, c'est-à-dire tous ces circuits qui ont des virages à l'emporte-pièce et qui ont une recette extrêmement simple, grosse ligne droite, épingle avec un freinage complexe, section technique à mi-vitesse, autre grosse ligne
droite, séquence de virages à rayon constant, et puis pour finir, un dernier virage fort, avec beaucoup de commitment pour setup la prochaine ligne droite, que si tu setup mal, après tout ton tour est foutu. Vous prenez ça, vous mettez dans l'ordre que vous voulez, vous mettez un autocollant Tilke dessus, vous avez une recette qui va vous valoir quelques centaines de millions d'euros auprès de la FIA et des promoteurs aussi. Et si on est parfaitement honnête, c'est pas mauvais comme design ou comme recette de design. Le problème, c'est qu'on a commencé à voir ça tellement de partout que les pistes commençaient à perdre de l'identité entre elles. Je suis injuste quand je dis que les gens voyaient pas d'un œil favorable Kuala Lumpur. Le fait est qu'au fur et à mesure, quand on a commencé à se rendre compte que tous les circuits ressemblaient un petit peu à Kuala Lumpur, ils ont commencé à moins l'apprécier. Bon, après, il est en Malaisie. T'es roulé à une période de l'année où c'était souvent un petit peu le sbeul en termes de météo aussi, ce qui de nos jours malheureusement sera plus aussi agréable étant donné qu'on roule très très peu sous la pluie. Mais alors la monsoon comme il y en avait en Malaisie, c'est même pas un red flag, on red flag le pays, il y a plus de voitures dans les rues. Si vous voulez jouer à un jeu marrant, vous téléchargez un certain nombre de maps de circuit, toutes Tilke design. J'ai dit télécharger au lieu de dire screenshot, hein, en big 2026 quand même. Prenez juste les maps, prenez pas des photos satellites parce que sinon c'est triché, on voit les bordures autour. Vous coupez toutes les cartes façon Trivial Poursuite, vous pouvez même les plastifier si ça vous chante, et ensuite vous vous rendez compte à quel point c'est chaud de distinguer les séquences de virages d'un Tilkedrome à un autre. Même pour l'initié, hein. Tenez ça, Shanghai ou Kuala Lumpur, perdu, les deux. Il y a aussi le fait que quand Tilke a commencé à débarquer avec ses gros sabots, il a redesign plein d'endroits qui étaient légendaires et du coup les gens, parce qu'ils aiment pas le changement, ils ont timement râlé, genre notamment le redesign d'Hockenheim qui, moi dans un premier temps m'a fait chier parce que avant 2006, je suivais vraiment pas trop le sport et quand je suis passé de Formula One 2001 avec cet Hockenheim là que j'aime beaucoup à cet Hockenheim là où il y avait trop de virages, j'ai un peu fait un backflip, j'ai un peu fait chier, je suis pas câblé correctement non plus, donc imagine justifier à mes parents la crise de nerfs que j'ai fait parce que le circuit que j'aime bien il a changé, alors que en vrai, il est vachement bien ce layout d'Hockenheim. Aussi le layout moderne de Fuji, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, chaque fois qu'on le roule en stream, vous êtes pas contents, genre ça là, c'est Tilke. Ah bah dites-lui merci. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, moi y compris, qui n'aiment pas Yas Marina, il y en a beaucoup qui n'aiment pas Sochi, pour le coup lui c'est celui qui m'emmerde le moins. Mais maintenant qu'on commence à se taper énormément de parking dans des zones indus qui nous font regretter l'OG parking dans une zone indus, savoir le Vegas, à l'ancienne, celui-là. Non, premier degré était bien. Ah bah du coup on commence à regretter les designs Tilkedrome qui étaient pas si mal au final. Et puis il faut se rappeler que Kota c'est un Tilkedrome, Bahreïn c'est un Tilkedrome, Istanbul qu'il y a eu genre tellement de gens pour son retour qui au final vont avoir ce qu'ils veulent d'ici bientôt, c'est aussi un Tilkedrome et ils sont très fun à conduire. Mais bon à mon avis c'est cyclique, hein. Dans quelques années on aura des gens qui seront nostalgiques de Vegas parce que la nostalgie c'est une sacrée drogue. Anyway, je sais pas si vous êtes au courant, mais il se trouve qu'en ce moment c'est la guerre au Moyen-Orient. Oui, sans transition. On va gloss over là-dessus parce que la dernière fois que j'ai parlé pour dire que j'en parlerai pas, j'ai réveillé tous les idéologues. Et parce que c'est la guerre, cette fois on a décidé que rouler avec des SM6 qui tombent sur les raffineries à côté, c'est pas fun. Du coup, les GP d'Arabie Saoudite et de Bahreïn ont été annulés, ça vous vous souvenez. Ça parlait doucement de les remettre plus tard, mais j'étais le premier à vous dire que logistiquement ça marcherait pas, d'autant que y a qu'une seule fenêtre où on peut faire ça, c'est squeeze tout à la fin de l'année. On a déjà, je crois, 2 triple headers et où on n'allait pas transformer ça en 2 quadruple headers, c'était pas possible. Mais du coup, une solution a été toute trouvée, vous vous affolez pas parce que Stefano il a tout prévu. On va courir le GP de Bahreïn à Kuala Lumpur. C'est quasi officiel, hein, dans le sens où oui c'est confirmé, mais quasi dans le sens où on n'a pas de date pour l'instant. D'autant qu'il n'y a pas que ça dans les cartons, Stefano s'est rendu compte de la merde que ça allait être si c'était encore la guerre au Moyen-Orient en fin d'année et que le final de la saison, ce serait Vegas. Donc Bro est en train doucement de nous filocher un plan pour que ce soit Imola le final de la saison. Ce sera parfait à l'Italie pour couronner un nouveau roi. S'il est italien. Imagine le comeback de Russell, ce serait insane. Mais par contre, vous m'avez bien entendu au début, hein, on va rouler le GP de Bahreïn à Kuala Lumpur. On va pas remplacer le GP de Bahreïn par le GP de Malaisie. Parce que Bahreïn, ou le fonds d'investissement qui doivent avoir les noms pour le mot Bahreïn, reste le promoteur et l'organisateur commercial de l'épreuve, même si là, ça se court exceptionnellement en Malaisie. Tu peux être sûr que genre le fonds d'investissement bahreïnite, il a un nom genre comme le PIF en Arabie Saoudite. Ce qui est quand même un sacré nom, hein, parce que investir avec le PIF, c'est ce que je fais déjà sur eToro. Ce n'est pas un placement de produit, je n'utilise pas eToro, c'est une vanne et je viens de me rappeler qu'il faut que je fasse très très gaffe avec ce genre de vanne. Non. Garde tes sous. Bon, vous savez qu'en Formule 1, de toute façon, le nom d'un Grand Prix n'est pas obligatoirement lié au pays où il se déroule. Tout est avant tout lié aux droits commerciaux, à le synchro-saint pognon. Dans le même registre, en 97-98, on a eu des courses au Nürburgring qui étaient le Grand Prix du Luxembourg. Oui. On a eu des GP d'Europe en Espagne, genre à Jerez ou Jerez, parce que genre, je sais...
Il y a toujours quelqu'un pour me dire ah ça se prononce pas comme ça, ou alors ouais on prononce à la française ici. Allez vous faire enculer. On a eu des grands prix d'Europe à Donington, on a eu des bizarreries comme le GP du Pacifique à Aida au Japon, le GP de Saint-Marin, pas du tout à Saint-Marin, un GP de Suisse en France une fois même. Bref, c'est pas finalement très différent d'habitude. Bahreïn a payé pour avoir une manche du championnat, et comme il y a des retombées commerciales, genre des retombées de fric, ils veulent garder les droits. C'est parfaitement normal, par contre ça veut dire qu'ils vont devoir sûrement splitter une partie du gâteau avec la Malaisie. Le gouvernement malais. C'est malaisant, lol. Ce qui est par contre très bien dans cette histoire, c'est que ça permet de remettre un circuit sur la carte qui a été demandé par plein de fans depuis très longtemps. Et rappelez-vous qu'on doit le retour de la Turquie l'année prochaine aux 2 remplacements qu'il y a eu en 2020-21 pour pallier aux défections dues à la crise du Covid. Donc on sait jamais, peut-être que ce remplacement-là va avoir des ramifications pour 2030-31, pile à temps pour un meilleur règlement moteur. Donc tout ce qu'on espère, c'est qu'en Malaisie, on aura du bon spectacle, un peu comme en Hongrie. Bon, on savait que ce tracé se prêterait sûrement beaucoup mieux à la course, et après les vraiment très mauvais Grands Prix de Grande-Bretagne et de Belgique, en tout cas d'un point de vue énergétique, il y en a parmi vous qui ont kiffé, c'est bien. Je suis content pour vous, que ce premier degré, c'est pas une blague. Juste moi, genre, je me suis fait chier parce que je voyais pas l'impact des dépasses. C'était toi l'énergie, ça me cassait les couilles, quoi, basiquement. Et là, du coup, en Hongrie, ça n'a pas manqué. Alors que pourtant, le Hungaroring est réputé quand même comme étant ce fameux Monaco avec les murs un peu plus loin. On a eu de l'action qui était beaucoup plus due à ce que nos chers pilotes sont capables de faire, et un peu moins dû à ce que les batteries ou les gestionnaires sont capables de sortir des batteries. Je pourrais parler de la qualif qui m'a laissé souriant, je pourrais parler du fight entre Max et Lewis en début de course, de la remontée d'Antonelli, pas de Russell du coup parce qu'on a dit qu'on parlait plus de lui, jusqu'à la fin de la trêve estivale, mais dans tout ça il y avait vraiment de quoi être content, surtout si vous êtes un hate watcher de Russell, alors là vous êtes aux anges. D'autant plus que c'est un circuit avec genre 2 vraies opportunités de dépassement, pas plus, mais comme les voitures sont plus petites, comme les voitures sont plus agiles, on a vu des trucs genre extérieur virage 5, ce qui est bon, la réelle télé a pas aidé pour qu'on le voit, mais on l'a vu. Truc qu'on pouvait plus voir depuis une dizaine d'années, parce qu'encore une fois, les voitures ne sont plus armées, on va dire, pour se comporter comme ça, que ce soit aérodynamiquement ou en termes de châssis. Le fight Hamilton-Verstappen était très cool à suivre, la Red Bull moins vite, Hamilton agressif, Verstappen qui plaçait la voiture parfaitement pour empêcher le Briton de passer, et quand la strat a parlé, quand Hamilton a pu passer devant, on a eu un dépassement sur les freins à la limite, Verstappen qui sort d'un autre code postal, mais pas de contact. Tout s'est bien passé, et si vous faites partie du clan qui a été choqué par ça sur Twitter, vous me faites peur. Parce que putain, si un dépassement sur les freins c'est suffisant pour vous mettre en PLS, regardez pas un highlight de Ricciardo, hein. Ah, non, vous avez vous chier dessus. Devant, on a eu un duel interposé, ou un début de duel interposé avec les 2 McLaren, ruiné par Sainz, qui effectivement là n'a aucune excuse, hein, le panneau drapeau bleu marchait dans ce virage, il aurait dû être verbalement mis au courant par son ingénieur. De là à genre sortir les fourches et vilipender les gars et demander à ce qu'ils soient disqualifiés, je pense que dans le fandom, il faut tous qu'on prenne une grande bouffée d'air frais, et qu'on arrête de respirer, parce qu'il faut, il faut trier, là, il y en a marre. Alors c'est vraiment dommage que ça, ou ça, et les vibreurs, ou genre juste les vibreurs, comme le laisser présupposer l'ingénieur de Norris, et foutu en l'air les chances de fight restantes qu'avait Piastri. Tout ça dit, moi qui pourtant suis pas un de ses plus grands fans, je suis très content que Lando ait remporté cette course, et c'est peut-être, je sais que le F1 Twitter et genre beaucoup de parutions crédibles britanniques aiment bien faire des fausses stats, genre ouais, ça fait 9854 podiums que Hamilton a pas de cheveux sur son front. Mais je serais curieux, si quelqu'un peut remonter dans les archives, de voir si un pilote champion du monde en titre, qui a gagné une course la saison d'après, parce qu'il y en a qui n'ont pas gagné, hein, a autant tardé pour aller chercher sa victoire. Parce que j'en ai pas. 2009, on a Button qui est champion du monde. 2010, il gagne dès l'Australie. Schumacher en 2005, il va falloir attendre 9 courses avec le GP des États-Unis. Est-ce qu'on a vraiment envie de compter le GP des États-Unis 2005 comme une victoire en bonne et due forme? C'est vous qui voyez. Moi, j'ouvre le livre, il est dedans. Donc bon, ça veut dire que oui. Seb en 2014, il regagne pas. Hamilton en 2009, c'était en Hongrie aussi, mais il n'y avait pas autant de courses. Et c'était que le 10e round, sachant que là, ça aurait dû être genre le 13e round en théorie si on avait gardé les courses du début de saison. Schumacher en 96, c'est 7 courses, et avant ça, je suis beaucoup moins knowledgeable, j'ai beaucoup moins de... Ouais, mon vrai forté, moi, c'est vraiment 97 à maintenant. Encore qu'il y a une période creuse quelque part dans ce tas-là. Mais bref, ça fait long. Et c'est pas pour rien, hein, c'est toujours parce que Mercedes, ils sont injouables cette saison. Antonelli ne fait pas un
pas de travers, au point où maintenant Russell doit justifier ses défaites et grosses déconvenues par des « Ouais, mais on n'a pas les mêmes voitures, et puis c'est pas exactement la même chose, et puis lui, je suis sûr qu'ils lui ont pris l'abonnement GPT plus fort alors que moi non. » Soit exactement ce que faisait Hamilton en 2016, prétextant sabotage parce que c'est pas possible que je perde la compte sa race. D'ailleurs, comme ça que je suis passé d'apprécier Hamilton à plus du tout pouvoir me le voir en quelques interviews. M'en faut pas tant, moi, hein. Si je suis déçu par quelqu'un que je tiens en haute estime, c'est souvent absolument irrécupérable. Je parle pas de Formule 1. C'était beaucoup mieux pour McLaren au Hungaroring, en grosse partie parce que le déploiement avait un moindre rôle. Hein. Toutes les choses qui n'ont pas encore capté du manuel que Mercedes ne leur a pas fourni ont ici pas joué un trop gros impact. C'est aussi une affaire d'aéro et de châssis. McLaren a silencieusement un des meilleurs châssis de la grille, alors que Ferrari, qui, si j'en crois tout le monde sauf moi, a le meilleur châssis de la grille, a pas été capable d'aller chercher la pole. Mais c'est pas juste une question de perf pure, c'est pour ça que j'exclus un peu le côté est-ce qu'ils ont vraiment le meilleur châssis ou pas. Ferrari, ce week-end, c'était tellement mal exécuté de partout, hein, que ce soit stratégiquement ou en piste. Et ce qui est un crève-cœur pour les tifosi, parce que le week-end avait très bien commencé. Upgrade aileron arrière, essai libre dominé, une pole manquée de peu, qui, au final, après la pénalité d'impeding, qui était totalement... Genre, il y a pas moyen de... Ah non, jouez pas la race card ou le fait que non, mais ils veulent pas voir Hamilton gagner. C'est clair et net, impeding sur Piastri. Bref, là-dessus, peinard. Reste de la course a été dur pour Ferrari parce qu'à aucun moment ils avaient la track position. Et comme on a pu le voir avec Verstappen ou Norris ou Piastri, hein, dépendant d'à quel moment vous regardiez la course, la track position c'était de loin le plus important. Si c'est pas pour Verstappen devant Hamilton en début de course, il y a un monde où Lewis il va chercher les deux McLaren. Peut-être qu'il en aurait passé une legit et l'autre à la strat, parce que c'est pas les deux en orange ils sont bons, mais c'est pas des Doberman comme Verstappen qui vont défendre chaque position comme si c'était la P1 dernier virage dernier tour. Hein. McLaren ils avaient aussi un avantage conséquent sur Ferrari, c'était la boîte. Leur boîte de vitesse à eux est plus courte que celle de Mercedes ou Ferrari ou des autres équipes qui font leur propre boîte. Ça donne moins de top speed en termes de potentiel, mais de toute façon, vu que les circuits où tu as besoin d'une boîte plus longue seront aussi des circuits pauvres en énergie ou énergie starved comme on dit, et que tu vas du coup clipper à balle, et ben t'en as un peu moins quelque chose à foutre du top end. Quelle belle ère pour le sport. Et il y a aussi le fait que McLaren aussi, ils avaient ramené des upgrades, hein, et McLaren depuis 3 ans c'est vraiment les plus prolifiques quand il s'agit de stratégie d'upgrade. Même si ce package-là était pas de la perf pure, mais avait plus à voir avec élargir la fenêtre de setup, quelque chose que... Il y a des gens qui ont du mal à comprendre que c'est peut-être plus important du coup que de la perf pure, parce que c'est vachement bien d'avoir énormément de perf pure. Tu peux pas t'en servir, ça sert à rien. Plus d'exemples, Red Bull l'année dernière, Ferrari il y a 3 ans, pardon. Non, en fait 2 et 3 ans. Peut-être aussi que les McLaren se comportaient mieux à l'Hungaroring parce qu'elles ont une plus petite wheelbase empattement. Et dans tous les cas, je pense que si vous êtes fan McLaren ou Piastri, bien Omni, même s'il y a eu des convenus, c'est du progrès qui fait du bien, parce que ça n'a pas été volé sur une VSC, ça n'a pas été genre sur un malentendu. Mercedes a trébuché, Ferrari a pas su exploiter. Par contre, McLaren et plus particulièrement Norris, ils nous font du très très bon boulot sur ce week-end. D'ailleurs, Norris, j'aurais tendance à dire qu'il a jamais aussi bien exploité, genre même l'année dernière, alors que l'an dernier il est champion du monde quand même. Hein. C'est beaucoup de progrès, ça fait beaucoup de bien pour McLaren. Et il n'y a pas que... Je regrette que mes t-shirts Aston Martin soient au sale. Vraiment une jolie tache dessus parce que je suis allé au bar avec, fidèle à mes mots. On a non seulement eu une voiture en Q2, on a non seulement 2 voitures qui finissent, mais en plus on a Stroll qui finit devant Alonso. Mais qu'est-ce qui se passe? On est dans quel univers? Sam, il y a eu des upgrades, dis-nous en plus. Aston Martin, it's a different car. Bon, Aston, j'ai pas besoin de vous le dire, hein, c'est compliqué depuis le début de la saison. Une combinaison de travail rushé, d'un moteur pas au niveau, d'une voiture en surpoids. Mais tout va bien parce qu'on a tout foutu à la poubelle. Alors étonnamment, Newey disait l'inverse en conférence de presse, mais non, c'est bien une B-spec de la même voiture, puisque l'AMR 26B, pour ainsi dire, a une nouvelle monocoque. À partir du moment où c'est pas la même monocoque et qu'ils ont dû la recrash test et la réhomologuer FIA, c'est plus la même voiture. À part la suspension, apparemment juste arrière, les éléments avant auraient changé. Et la boîte, il y a plus grand chose en commun en fait. On peut voir que le nez est bien plus fin, plus proche de ce que fait McLaren. On a l'aileron avant dont le concept aéro a aussi évolué. Vous pouvez pas changer en plus juste un aileron avant sans faire changer tout le reste. Dites-vous que l'aileron avant c'est le premier truc qui reçoit de l'air sur la voiture. Il guide le flux d'air sur la bagnole. Tu changes un truc devant, t'es obligé de changer tout ce qu'il y a derrière. Les Michel et les pontons ont évolué. On a encore plus de ressemblance avec les Red Bull de ces 2 dernières années. Le design Newey est peut-être encore plus agressif, mais confirmation qu'il est plus léger aussi. Et pour toute leur peine, Aston Martin atteignent leur première Q2 cette saison et ont une course parfaite
parfaitement normal. Évidemment, quand on manifeste son plaisir vis-à-vis de ce progrès qui est tangible et réel, on aura des gens qui auront pas envie de te laisser kiffer, qui vont te dire que c'est pas pour autant que la voiture va gagner des courses. Oui, on est au courant que un package d'upgrade juste avant la pause estivale comme ça posé au schnapps, pas au schnapps, ils sont appliqués quand même, va pas genre tout shifter et faire en sorte qu'on passe d'une voiture balai à un SR71. Et vous avez pas une perspective d'expert parce que vous me dites qu'une voiture qui est plus off the pace qu'une Jordan il y a 10 ans, oui. J'ai regardé, en fait, à Spa-Francorchamps en 2005, les Jordan, qui étaient vraiment genre des fonds de chiottes, étaient à 104,88% de la pole, en moyenne, la moyenne des deux. Hein. Les Aston, cette année, c'était 105,489. Je tiens à rappeler que Jordan et Aston Martin sont techniquement la même équipe, enfin, c'est le linéage que ça fait Jordan, Midland, Spyker, Force India, Racing Point, Aston. Voilà. The more you know. Bref, on n'est pas non plus devant en train de se tabasser avec Mercedes, mais on a comblé un déficit qui est énorme au point où, dans des conditions normales, maintenant c'est Cadillac la dernière force du plateau. Qui, est-ce que eux aussi quelque part c'est pas un cauchemar parce que les freins chez Cadillac, putain. J'aimerais aussi vous rappeler que ces progrès-là sont faits sans le package d'upgrade à duo Honda. Honda ne ramenant de nouvelles pièces que pour Zandvoort, donc d'ici un mois. Je vais pas aller jusqu'à dire qu'ils vont se réinventer mi-saison et qu'en octobre je serai en train de chanter leur louange de leur énième pole position. Par contre, je pense qu'ils ont posé de très très bonnes bases pour 2007. J'ai dit 2007. Par contre, je pense qu'ils ont posé de très très bonnes bases pour 2027. Et ce qu'a dit Alonso en début de week-end, pour moi, c'est peut-être le point le plus important. Plus encore que ce package d'upgrade, parce qu'il a dit qu'ils avaient enfin une corrélation entre ce qu'ils avaient comme chiffre à l'usine et ce qu'ils ont comme chiffre sur la piste. C'est majeur, parce que ça veut dire qu'à partir de là, ils peuvent construire. Si c'est bel et bien réel, ça veut dire qu'à partir de là, ils vont pouvoir boulonner de la perf. Et quand en face, on a Williams qui est en collapse total, qu'il y a autant de panne chez les frontrunners, je peux vous dire sans bégayer que c'est pas impossible qu'à la régulière, Aston aille rechercher d'autres points que son unique point de Monaco cette saison. Évidemment, l'avenir nous dira si j'ai raison d'ici là. En attendant là, c'est les vacances pour la Formule 1. On arrive sur le break estival, on y est en fait, normalement cette vidéo est sortie mardi 28. C'est aussi les vacances pour vous, si vous taffez ou que vous allez encore à l'école, profitez bien. Moult force à ceux parmi vous qui vont quitter le nid familial pour les études sup, surtout si vous êtes issus des dom-toms et que vous partez pour la métropole. Moi-même insulaire, je viens de la Réunion, 974 et APZ. On sait que c'est pas simple, donc force à vous. Félicitations aussi pour ceux qui ont empoché leur diplôme et qui veulent juste la couler douce farniente. Faites votre année de césure si elle vous tente. Le monde du travail attendra. Et du coup, ce sera aussi les vacances pour la Formule 1, donc un peu moins de prio direct pour moi, donc un peu plus de projets qui me demandent pas de travailler à flux tendu, justement. Sûrement encore un petit Garage Talks en fin de semaine, parce que je veux parler du règlement 2027, et en tout cas ce qui paraît intéressant pour le peu qu'on sait. Ce sera encore une vidéo bourrée de vide. Peut-être. Mais de toute façon, tu m'écoutes pour le doux son de ma voix, pour t'endormir. Ou de palucher. Pas loin de faire des joys comme AstraZeneca ou Trish Collins, moi. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve sur Twitter, quand ça me chante, sur Instagram. On va sûrement poster un truc, un de ces jours. Il y a une OP Razer que je dois caser à la fois sur Insta et dans la prochaine vidéo. Donc ça arrive bientôt, ça. Pas que vous en ayez quelque chose à foutre, c'est une OP, soyons honnêtes. Et bien sûr, je vous retrouve sur Twitch le mercredi, le vendredi et le samedi, généralement à partir de 17h30, où ça fait vroom vroom et où ça fait le foot cheval. Mais en fait, c'est plus genre des streams où on parle et après je réagis vaguement au jeu, mais je vous parle surtout. Surtout le jeu de foot, c'est blablabla. Ouais. Suivez-moi partout sauf dans la rue, c'était Clippy da Clip. Bisous.